À la maison de retraite, on m'a dit que ma chambre était payée par un inconnu. Ceci est une histoire. C'est-à-dire que tout ce que je vais vous raconter est une fiction. Le vieil homme qui parle, qui s'appelle Hector, son fils, sa fille, et toutes les personnes qui vivent dans ce récit ne sont pas des gens réels, mais des personnages créés pour cette histoire. Le danger dont elle parle, lui, est bien réel, car cette histoire est née de quelque chose qui arrive aujourd'hui à d'innombrables familles. De la manière dont un parent âgé, placé pour son bien, le temps de se remettre, peut se retrouver, sans le savoir, dépossédé de sa propre maison et enfermé dans une vie qu'il n'a jamais choisie, financée par son propre argent, à son insu totale. Je ne vous raconte pas la vie d'un seul homme, mais un danger que chacun de nous peut croiser un jour. Écoutez-la donc, non comme la confession d'un homme réel, mais comme une histoire chuchotée à nous tous, pour qu'il nous en reste quelque chose dans le cœur à la fin. Et maintenant, pour un temps, laissons la parole au vieux Hector et écoutons l'histoire de sa bouche. Il y a des phrases qui, prononcées avec le sourire le plus innocent du monde, suffisent à faire s'effondrer toute une existence. Pour moi, cette phrase, je l'ai entendue un matin ordinaire, à l'accueil de la maison de retraite où mon fils m'avait installé quelques mois plus tôt. Le temps de me remettre, m'avait-il dit, après une mauvaise chute et une hospitalisation qui m'avait laissé, il faut bien l'admettre, un peu affaibli. J'étais venu ce matin-là pour régler un supplément concernant je ne sais plus quel service annexe, une sortie ou un soin particulier. La comptable de l'établissement, une femme aimable du nom d'Aurore, m'a souri avec une bienveillance qui, sur le moment, m'a presque touché. « Ah, ne vous inquiétez pas, monsieur Hector, m'a-t-elle dit. Votre chambre est déjà réglée chaque mois, par le virement habituel. Vous n'avez rien à ajouter pour cela. Le virement habituel. » Ces deux mots se sont plantés dans mon esprit comme deux petites épines, discrètes mais persistantes. Habituel ? Je n'avais jamais mis en place le moindre virement pour régler cette chambre. Je pensais, jusque-là, que mon fils s'en chargeait, ponctuellement, avec les moyens que nous avions convenus ensemble, avant mon entrée ici. J'ai demandé à Aurore, d'une voix que je voulais détacher mais qui, je le sentais, tremblait légèrement, d'où venait exactement ce fameux virement habituel. Elle a consulté son ordinateur, fronçant les sourcils à son tour, et m'a répondu que les paiements provenaient d'un compte ouvert à mon nom, dans une banque que je ne fréquentais pas. Un compte dont je n'avais, moi, absolument aucun souvenir d'avoir ouvert. Et ce compte, m'a-t-elle précisé après une vérification plus poussée, semblait alimenté, depuis plusieurs mois, par une somme unique et considérable, correspondant, m'a-t-elle dit d'une voix soudain plus prudente, à la vente d'un bien immobilier. Ma maison, ma propre maison, celle où j'avais vécu 40 ans avec Henriette, où j'avais élevé nos 2 enfants, celle que je croyais, en entrant dans cet établissement, pour quelques mois, le temps de me remettre, toujours mienne, m'attendant patiemment que je puisse y retourner. Pendant que je croyais me remettre, quelqu'un avait déjà vendu cette maison. Et ce quelqu'un utilisait désormais l'argent de cette vente pour payer, mois après mois, ma propre cellule dans cette maison de retraite où je n'avais jamais imaginé finir mes jours. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous poser une question. À vous qui m'écoutez en ce moment, d'où me regardez-vous? De quelle ville? De quel pays? De quel coin du monde? Êtes-vous chez vous, dans votre propre maison, celle que vous croyez à l'abri de tout? Je ne le sais pas, et peut-être ne le saurai-je jamais. C'est peut-être pour cela que je peux tout vous dire. Comme un vieil homme se confie à un inconnu, sur un banc, des choses qu'il n'oserait pas avouer à ceux qu'il connaissent. Alors faites-moi une petite faveur. Laissez un commentaire plus bas et écrivez-moi d'où vous m'écoutez, le nom de votre ville, pour qu'un vieux, enfermé sans le savoir dans une vie qu'il n'a pas choisie, sache que, quelque part dans ce vaste monde, il y a quelqu'un qui l'entend, qui l'écoute et qui reste à ses côtés jusqu'au bout. Et, avant de commencer vraiment, une petite mise au point s'impose. Comme je vous l'ai dit, ceci est une histoire. Hector, son fils, sa fille, la jeune gendarme, tous sont des personnages, et non des gens réels. Rien de ce qui se passe ici n'est arrivé exactement ainsi à une personne précise. Mais le cœur de cette histoire, le danger, la douleur, la trahison, et, je vous le promets, la lumière qui viendra au bout du chemin, tout cela est vrai,
car c'est tiré de milliers de vies réelles. Cela peut être aussi réel qu'un placement provisoire qui devient, sans qu'on le comprenne, définitif, pendant qu'on vous prive, dans votre dos, de la maison qui aurait dû vous attendre. C'est peut-être pour cela que nous la racontons, non pas pour annoncer une chose qui s'est produite, mais pour être en éveil face à une chose qui pourrait se produire. Installez-vous confortablement, ne vous pressez pas. Le chemin est long, et par endroits sombres, mais restez avec moi jusqu'au bout. Et commençons. Pour comprendre comment j'en suis arrivé là, debout devant le bureau d'Aurore, le cœur glacé par ce mot terrible, vente. Il vous faut d'abord savoir qui je suis et comment j'avais fini, un jour d'automne, par franchir la porte de cet établissement en pensant n'y rester que quelques mois. Je m'appelle Hector. J'ai 77 ans, je suis veuf et j'ai passé toute ma vie active comme menuisier dans un petit atelier attenant à ma maison, celle-là même dont je viens de vous parler. J'ai construit, de mes mains, une bonne partie des meubles qui ornaient nos pièces. J'ai posé les étagères, réparé les volets, entretenu chaque recoin de cette maison avec le soin qu'on accorde à un être vivant plutôt qu'à un simple bâtiment. Cette maison, ce n'était pas qu'un toit, c'était l'œuvre de toute une vie de travail manuel, patient, minutieux. Ma femme, Henriette, est partie il y a 3 ans, doucement, dans notre chambre, entourée de notre amour jusqu'au dernier souffle. Henriette était une femme discrète, mais d'une grande fermeté intérieure, capable de voir clair dans les situations les plus embrouillées, capable aussi, parfois, de deviner chez nos enfants des failles que je préférais, moi, ne pas voir. « Hector, me disait-elle souvent, tu fais toujours confiance trop vite aux gens que tu aimes, sans jamais imaginer qu'ils puissent te décevoir. C'est une belle qualité, mais elle te rendra vulnérable un jour. » Je haussai les épaules, à l'époque, la trouvant trop sévère envers nos propres enfants. Depuis sa mort, j'avais continué seul dans cette maison, entretenant, tant bien que mal, l'atelier et le jardin, jusqu'à cette fameuse chute qui a tout précipité. J'ai 2 enfants. Ma fille, Noémie, installée loin, dans une grande ville, avec qui je parlais surtout par téléphone, mais dont la voix, chaque fois, me réchauffait le cœur. Et mon fils, Bastien, qui vivait à une demi-heure de chez moi et qui, depuis la mort de sa mère, avait pris l'habitude de s'occuper de mes affaires courantes, de venir régulièrement, de m'aider pour les démarches administratives que je maîtrisais de moins en moins bien avec l'âge. J'étais reconnaissant de cette présence, moi qui craignais tant, en vieillissant seul, de devenir un poids pour mes enfants. Bastien traversait, je le savais confusément, des difficultés professionnelles depuis quelques années. Une entreprise de rénovation qu'il avait montée et qui peinait à trouver son équilibre financier. Des associés qui s'étaient retirés en le laissant porter seul des charges de plus en plus lourdes. Je ne posais pas trop de questions, par pudeur, par respect de son indépendance d'homme adulte. Je lui avais même, à plusieurs reprises, proposé de l'aide financière, qu'il avait toujours refusée avec une fierté que je respectais, me disant qu'il s'en sortirait seul, comme toujours. C'est après ma chute, dans l'escalier de ma propre maison, un soir d'automne, que tout a basculé. J'étais resté plusieurs heures au sol, incapable de me relever, avant que Bastien, venu par hasard le lendemain matin, ne me découvre et n'appelle les secours. L'hospitalisation qui a suivi, les examens, la rééducation nécessaire pour remarcher normalement, tout cela m'avait, je dois l'admettre, considérablement affaibli, physiquement et moralement. C'est dans cet état de grande fragilité que Bastien m'a proposé, avec une douceur qui, sur le moment, m'avait semblé pleine d'amour filial, d'intégrer temporairement une maison de retraite, le temps de te remettre complètement, papa, sans risquer une nouvelle chute dans la maison. J'ai accepté, épuisé, rassuré par cette promesse de provisoire, sans imaginer un seul instant ce que ce mot allait, en réalité, recouvrir. Debout devant le bureau d'Aurore, ce mot de vente résonnant encore dans mes oreilles, tout m'est revenu en une fraction de seconde. Les visites de Bastien pendant mon hospitalisation, sa présence rassurante à mon chevet, ces mots si doux sur le temps de me remettre. Et pendant tout ce temps, apparemment, ma maison avait déjà changé de propriétaire sans que j'en ai jamais été informé, sans que j'aie jamais signé quoi que ce soit dont je me souvienne clairement. « Monsieur Hector, ça va ?» m'a demandé Aurore, inquiète de mon silence prolongé et de la pâleur qui devait envahir mon visage. J'ai hoché la tête, incapable,
pendant un long moment, de prononcer le moindre mot. Puis j'ai fini par murmurer « Je n'ai jamais vendu ma maison. Je n'ai jamais rien signé. » Aurore, professionnelle et visiblement troublée par ce qu'elle venait elle-même de découvrir, m'a proposé de m'asseoir et m'a expliqué qu'elle allait immédiatement transmettre le dossier à sa direction et qu'elle m'encourageait vivement à contacter, sans tarder, un avocat ou la gendarmerie. J'ai voulu, sur le moment, trouver 1000 excuses, 1000 explications innocentes. Peut-être Bastien avait-il vendu la maison avec mon accord, un accord que j'aurais donné dans un moment de confusion post-hospitalisation, sans m'en souvenir clairement, tant les médicaments et la fatigue m'avaient, à l'époque, brouillé l'esprit. Peut-être s'agissait-il d'un malentendu administratif, d'une erreur de nom, d'une coïncidence troublante, mais sans lien réel avec mon fils. On cherche toujours, dans ces instants-là, l'explication la plus douce, celle qui ne brise pas l'image qu'on s'était forgée de celui qu'on aime. Mais au fond de moi, une voix, celle d'Henriette peut-être, murmurait déjà, ferme et sans détour, « Hector, une maison ne se vend pas par accident, ni dans la confusion d'un moment de faiblesse. Il a fallu des papiers, des signatures, des démarches précises. Cela ne ressemble pas à un malentendu. Cela ressemble à un plan, mûrement réfléchi. Cette nuit-là, dans ma petite chambre de la maison de retraite, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai appelé ma fille, Noémie, malgré l'heure tardive, redoutant ce coup de fil comme on redoute d'annoncer une catastrophe. Je lui ai raconté, en butant sur les mots, ce que j'avais découvert. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil, puis sa voix, tremblante de colère et d'incrédulité mêlée. « Papa, j'arrive dès demain matin. Ne signe rien, ne parle à personne d'autre avant que j'arrive. Et surtout, ne dis rien à Bastien avant qu'on ait compris ensemble ce qui se passe réellement. » Noémie est arrivée dès le lendemain matin, le visage marqué par une nuit de route et d'inquiétude. Elle m'a serré dans ses bras avec une force qui m'a presque fait mal, tant elle semblait vouloir, par ce simple geste, compenser toutes les années de distance géographique qui nous avaient, malgré l'amour, un peu éloignés l'un de l'autre. « On va comprendre ce qui s'est passé, papa, » m'a-t-elle dit, « et on va récupérer ce qui t'appartient. Je te le promets. » Nous nous sommes rendus, ensemble, chez un notaire recommandé par une amie de Noémie, un homme d'une 60aine d'années, au regard clair, Maître Poncet, réputé pour sa droiture et sa compétence dans les affaires litigieuses. Il nous a écoutés attentivement, a examiné les quelques documents que nous avions pu rassembler dans l'urgence, puis a posé ses lunettes d'un geste las mais déterminé. « Monsieur Hector, m'a-t-il dit, ce que vous me décrivez, si les faits sont avérés, constitue une fraude grave. Une vente immobilière requiert une signature authentique, ou, en son absence légitime, une procuration en bonne et due forme, établie devant notaire, avec un consentement libre et éclairé du propriétaire. Si vous n'avez jamais donné un tel consentement, en pleine conscience, cette vente peut être attaquée et potentiellement annulée. Ne perdez pas espoir. La loi protège le propriétaire véritable contre ce genre de manœuvre, aussi habilement montée soit-elle. Ces paroles m'ont fait l'effet d'une pluie sur une terre desséchée. Depuis la découverte de la veille, je m'étais senti totalement dépossédé, non seulement de ma maison, mais aussi, d'une certaine manière, de ma propre capacité à comprendre ce qui m'arrivait, prisonnier d'un système administratif et juridique qui me dépassait complètement. Et voilà qu'un homme de loi, compétent et déterminé, me disait que non, que tout n'était pas perdu, que la vérité pouvait encore l'emporter. Sur les conseils de Maître Poncet, nous sommes allés, Noémie et moi, à la gendarmerie pour déposer une plainte formelle avant toute confrontation avec Bastien. Nous avons été reçus par une jeune gendarme d'une 30aine d'années, au regard direct et déterminé, qui s'appelait Charline. Elle nous a écoutés avec une attention soutenue, posant des questions précises sur les circonstances de mon hospitalisation, sur les dates exactes de mon entrée en maison de retraite, sur la nature de mes échanges avec Bastien durant cette période de grande vulnérabilité. « Monsieur, » m'a-t-elle dit après un long silence, « ce type d'affaire, l'exploitation de la vulnérabilité d'un parent hospitalisé ou récemment affaibli pour procéder, dans son dos, à des démarches qu'il n'aurait jamais approuvées en pleine possession de ses moyens, nous en voyons, hélas, de plus en plus. C'est une forme d'abus particulièrement cruelle,
car elle profite précisément du moment où la victime est la moins capable de se défendre, la moins en état de vérifier ce qui se passe réellement autour d'elle. J'ai demandé à Charline pourquoi elle semblait si déterminée à m'aider, avec une énergie qui dépassait, me semblait-il, la simple procédure administrative. Elle m'a répondu avec une franchise qui m'a profondément touché. Ma propre grand-mère, monsieur, a été placée, il y a quelques années, par un membre de notre famille dans un établissement bien plus modeste que celui où elle aurait pu prétendre, pendant qu'on vendait, discrètement, la maison qu'elle avait toujours espéré léguer à ses petits-enfants. Elle est morte dans cet établissement, sans jamais avoir compris pourquoi elle n'était jamais rentrée chez elle, sans jamais avoir pu se défendre efficacement, faute d'avoir été crue à temps par le personnel médical, qui la croyait simplement confuse à cause de son âge. Depuis ce jour, j'ai fait de ce type d'affaires une priorité personnelle. Alors regardez-moi bien, monsieur Hector. Je vous crois, vous n'êtes pas seul, et nous allons établir avec précision ce qui s'est réellement passé. J'avais les larmes aux yeux. Cette jeune femme, que je ne connaissais pas une heure plus tôt, portait en elle une blessure familière, transformée en une détermination farouche à protéger les autres de ce qu'elle-même, à travers sa grand-mère, avait vu de près, impuissante. Avec Charline, avec Maître Poncet, avec ma fille Noémie à mes côtés, je sentais, pour la première fois depuis la découverte de cette trahison, que je n'étais plus un vieil homme seul et perdu, prisonnier d'un système qui le dépassait. Avant de vous raconter la confrontation avec Bastien, la découverte du mécanisme exact de cette fraude et la longue bataille pour récupérer ma maison, je veux m'arrêter un instant, car nous avons déjà fait un bon bout de chemin ensemble, et ce qui suit est plus lourd encore. Arrêtez-vous un moment avec moi. Respirez un grand coup. Et laissez-moi vous dire, d'homme à homme, de cœur à cœur, quelques mots. Je ne sais pas qui vous êtes, ni d'où vous m'écoutez. Mais si vous êtes encore là, c'est que quelque chose, dans cette histoire, vous touche. Peut-être avez-vous, vous aussi, un parent âgé placé temporairement quelque part. Et en écoutant mon histoire, un doute affreux vient de vous traverser l'esprit. Peut-être craignez-vous vous-même qu'on décide un jour, à votre place, de ce que vous devez faire de votre propre maison, de votre propre vie, sous prétexte que vous êtes fragile ou momentanément affaibli. Si c'est le cas, écoutez-moi bien. Je suis là. Vous ne veillez pas seul cette nuit. Moi, le vieux Hector, je suis avec vous tout au long de cette histoire. Ils ont voulu, voyez-vous, réduire mon existence entière. 77 ans de travail manuel, d'amour, de patience, à un simple pensionnaire. Une ligne budgétaire dans un établissement, sans voix, sans droit de regard sur sa propre vie. Ils ont cru que ma fragilité passagère, celle d'un homme qui venait de chuter et de traverser une hospitalisation difficile, suffirait à effacer, pour toujours, mon statut de propriétaire, de père, d'homme libre de ses choix. C'est pourquoi, quand je vous dis maintenant « je suis là », ces mots ont un poids particulier. C'est la voix d'un homme qu'on a voulu réduire à un simple numéro de chambre et qui refuse de disparaître derrière une porte qu'on a fermée sur lui sans son consentement. Et si vous aussi, là où vous êtes, vous vous sentez réduit à votre fragilité, à votre âge, à votre dépendance passagère ou durable, dites doucement, avec moi, « je suis là ». Vous êtes là. Vous existez avec toute votre histoire, tout votre passé, et aucun placement, aussi provisoire, se prétende-t-il, ne peut effacer votre droit fondamental à décider de votre propre vie. Et, pour être honnête jusqu'au bout, je vous rappelle ce que je vous ai dit au début. Ceci est une histoire, une parabole. Hector, Bastien, Noémie, Charline, Aurore, Maître Poncet, tous sont inventés. Mais le danger dont je parle est réel, et il se produit, en ce moment même, quelque part. Aujourd'hui, d'innombrables personnes âgées sont placées, temporairement en apparence, dans des établissements spécialisés, à la suite d'un accident, d'une hospitalisation, d'un moment de fragilité, et se retrouvent, parfois, sans jamais l'avoir voulu ni compris, dépossédées de leur maison, de leurs biens, de leur capacité même à revenir un jour chez elles, précisément parce que ce moment de vulnérabilité a été exploité par ceux-là même qui étaient censés veiller sur elles. Cela arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. Mais partout, il y a aussi une Charline, un Maître Poncet, une Aurore, une Noémie qui veille.
Et si ce soir, votre cœur se serre, laissez-moi vous dire avec douceur, ne vous croyez jamais définitivement enfermé par une décision prise en votre nom, sans votre consentement véritable et éclairé. Vous n'êtes le fardeau de personne. Vous avez le droit, jusqu'à votre dernier souffle, de savoir où vous vivez, pourquoi vous y vivez, et qui décide réellement de votre existence. Ne baissez pas les bras. Laissez, si vous le voulez, un commentaire plus bas. Dites-moi d'où vous m'écoutez, comment vous allez. D'autres vous répondront. Car c'est cela que nous faisons ici, nous veillons les uns sur les autres. Maintenant, continuons. Je dois vous raconter comment j'ai découvert, dans le détail, ce que Bastien avait réellement fait. L'enquête menée par Charline, complétée par les recherches minutieuses de Maître Poncet auprès du notaire ayant instrumenté la vente, a permis de reconstituer, pièce par pièce, ce qui s'était réellement passé. Pendant mon hospitalisation, alors que j'étais encore sous l'effet de traitements lourds et d'une confusion passagère bien compréhensible après une chute aussi violente, Bastien m'avait fait signer, m'a-t-on expliqué, plusieurs documents qu'il m'avait présentés comme de simples formalités administratives liées à mon entrée en maison de retraite. Parmi ces papiers, noyés dans un jargon que je n'étais, dans cet état, absolument pas en mesure de comprendre ni de questionner, se trouvait une procuration bien plus large que ce qu'elle prétendait être, l'autorisant à agir en mon nom pour la gestion de mes biens, y compris leur vente éventuelle. Le notaire qui avait instrumenté la vente de ma maison, un professionnel d'une autre ville que je n'avais jamais rencontré, s'est révélé avoir agi de bonne foi, trompé par l'apparente régularité de cette procuration et par les explications de Bastien, qui avait présenté la vente comme une nécessité financière familiale, consentie et souhaitée par moi-même pour financer précisément mes frais de maison de retraite. Rien, sur le papier, ne permettait à ce notaire éloigné de deviner que le consentement à l'origine de cette procuration avait été obtenu dans des circonstances où je n'étais manifestement pas en état de comprendre pleinement la portée de ce que je signais. Cette découverte a changé, en partie, la nature de ma colère. Ce n'était pas seulement un vol commis froidement, en pleine conscience, contre un homme en pleine possession de ses moyens. C'était l'exploitation méthodique d'un moment de vulnérabilité extrême, celui où un homme, sortant à peine d'une chute grave et d'une hospitalisation éprouvante, n'a plus la force ni la lucidité de lire attentivement chaque ligne d'un document qu'on lui présente comme une simple formalité. Bastien avait choisi, sciemment, ce moment précis pour agir, sachant, mieux que quiconque, à quel point j'étais alors incapable de me défendre. Sur les conseils de Charline, nous avons organisé la confrontation avec Bastien chez Noémie, dans un cadre neutre, plutôt que dans la maison de retraite où j'aurais pu me sentir encore plus vulnérable. Bastien est arrivé, un dimanche après-midi, sans se douter de rien, pensant venir pour un déjeuner de famille ordinaire. Quand il a compris, en voyant nos visages fermés et les documents étalés sur la table, que quelque chose n'allait pas, j'ai vu son assurance habituelle vaciller, puis se fissurer complètement. « Papa », commença-t-il, avant de s'interrompre, incapable de finir sa phrase. J'ai posé sur la table la copie de l'acte de vente que Maître Poncet nous avait procuré, avec la fameuse procuration en évidence. Je n'ai rien dit. Je l'ai simplement regardé la découvrir. Et j'ai vu, sur son visage, la couleur se retirer complètement, tandis que ses mains se mettaient à trembler sur le papier. « Je peux tout expliquer, papa », a-t-il fini par murmurer, les larmes montant déjà. Mon entreprise était au bord de la faillite, papa. Des dettes que je ne pouvais plus honorer, des employés que je ne pouvais plus payer, des fournisseurs qui menaçaient de porter plainte. J'étais désespéré. Et pendant que tu étais à l'hôpital, j'ai pensé que je pourrais utiliser une partie de l'argent de la vente pour sauver mon entreprise, et le reste pour payer ta maison de retraite, en me disant que je te rembourserais, un jour, discrètement, avant que tu ne t'en aperçoives, ou que, de toute façon, tu ne retournerais peut-être jamais vraiment vivre seul dans cette maison, vu ton âge et ta santé fragile. Je sais que ça ne rend pas la chose moins grave, mais je n'ai jamais voulu te faire du mal, papa. Jamais. Cette dernière phrase, sur le fait que je ne retournerais peut-être jamais vraiment vivre seul, m'a fait l'effet d'une gifle plus douloureuse encore que la découverte initiale à l'accueil de la maison de retraite. Mon propre fils avait donc, sans même me consulter, décidé en son fort intérieur que ma vie autonome était déjà terminée,
que mon avenir se limitait désormais à cette chambre payée par la vente de mes propres souvenirs, sans même envisager de m'en parler, de me laisser mon mot à dire sur ma propre existence. Je l'ai laissé pleurer, sans l'interrompre, sentant en moi les mêmes forces contradictoires qui, je le comprenais maintenant, habitent tous les parents trahis par un enfant qu'ils ont élevé, aimé sans mesure. Il y avait la blessure, immense, de savoir qu'il avait délibérément profité de mon état de faiblesse pour agir dans mon dos. Et il y avait, en même temps, ce souvenir du petit garçon que j'avais tenu sur mes genoux dans mon atelier, à qui j'avais appris à manier le rabot et le ciseau à bois, et dont le visage, aujourd'hui ravagé par la peur et la honte, réveillait en moi une tendresse que je n'arrivais pas totalement à éteindre. Restait la question la plus douloureuse. Que faire, maintenant que je savais tout? Fallait-il porter plainte contre mon propre fils, quitte à l'exposer à des poursuites sérieuses, dans un moment où son entreprise, déjà fragile, ne survivrait probablement pas à un tel scandale? Ou fallait-il, par amour paternel, chercher un arrangement discret, sans passer par la case judiciaire? J'en ai longuement parlé avec Noémie, avec Maître Poncette également, qui m'a expliqué, avec clarté, que sans une démarche officielle, la nullité de la vente serait beaucoup plus difficile à obtenir, et que ma maison risquait de rester, purement et simplement, dans les mains de l'acheteur, aussi vulnérable la vente eût-elle été à l'origine. J'ai fini par prendre une décision qui, je crois, reflète fidèlement qui je suis. J'ai décidé de porter plainte, non pas dans un esprit de vengeance, mais pour que la vérité soit officiellement établie, pour que la nullité de la vente soit prononcée, et pour récupérer, autant que possible, ma maison. J'ai cependant précisé, dès le dépôt de plainte, que je ne souhaitais pas la ruine totale de Bastien, ni son incarcération de longue durée, mais que je voulais, avant tout, que la vérité soit reconnue, et que mon consentement, obtenu dans un moment de vulnérabilité extrême, soit juridiquement considéré comme nul et non avenu. Le combat judiciaire fut long, mais Maître Poncet, avec une ténacité remarquable, a su démontrer, expertises médicales à l'appui, l'état de confusion et de faiblesse dans lequel je me trouvais au moment de la signature de cette fameuse procuration. Un état incompatible avec un consentement libre et éclairé. La justice a fini par prononcer la nullité de la vente, considérant que le consentement donné dans ces circonstances ne pouvait juridiquement valoir accord véritable. L'acheteur, de bonne foi lui aussi dans cette affaire, a été indemnisé par les instances compétentes et ma maison m'est revenue, après de longs mois de procédure, plus précieuse encore à mes yeux pour avoir failli être perdue définitivement. Bastien a été condamné, avec une peine tenant compte de ses aveux complets et de sa coopération avec la justice, à une peine avec sursis assortie d'un remboursement échelonné et d'un suivi obligatoire. Son entreprise, malgré tout, n'a pas survécu au scandale, mais lui-même, contrairement à ce que je redoutais, en est sorti, avec le temps, plus lucide, plus humble, engagé dans une reconstruction personnelle et professionnelle exigeante. Le jour où j'ai retrouvé ma maison, où j'ai franchi à nouveau le seuil de mon propre atelier, j'ai posé mes mains sur l'établi que j'avais construit moi-même, des décennies plus tôt, et j'ai pleuré, de soulagement et de gratitude mêlée. Je ne suis pas resté à la maison de retraite, contrairement à ce que Bastien avait décidé, seul, en son fort intérieur, sans jamais me consulter. J'ai choisi, avec l'aide de Noémie, un aménagement adapté chez moi, avec des visites régulières d'une aide à domicile, pour continuer à vivre dans mes propres murs, entouré de mes propres souvenirs, aussi longtemps que ma santé me le permettrait. Je ne l'ai pas rendu, du jour au lendemain, à ma confiance passée, et je ne pense pas que cela reviendra jamais exactement comme avant. Mais je ne lui ai pas non plus fermé ma porte définitivement. Nous nous voyons, aujourd'hui, moins souvent et différemment. Il vient sans jamais toucher à mes papiers, sans jamais proposer de s'occuper de quoi que ce soit qui touche à mes biens, simplement pour partager un repas, une conversation, un moment de présence, la plus difficile et la plus précieuse des présences, celle qui n'attend plus rien d'autre que la relation elle-même. Il y a Léon, mon petit-fils, le fils de Bastien, âgé de 6 ans, qui ne sait rien et ne saura rien avant longtemps de toute cette histoire. Pour lui, papy reste papy. La maison de papy reste un lieu où l'on construit des petites voitures en bois dans l'atelier. Et je veille de toutes mes forces à ce que la chaîne de cette trahison s'arrête définitivement à moi,
sans jamais venir noircir le regard innocent de cet enfant sur son propre père. Je veux aussi vous parler de Célestin, un homme que j'ai rencontré à la maison de retraite et avec qui je suis resté en contact depuis mon retour chez moi. Célestin, lui, n'a pas eu la chance d'avoir un notaire pour l'aider, ni une gendarme pour le croire. Sa propre maison, vendue dans des circonstances tout aussi troubles que la mienne, n'a jamais pu être récupérée, faute de preuves suffisantes rassemblées à temps. Célestin m'a appris, par son exemple douloureux, que ma propre histoire, aussi difficile fût-elle, restait, en un sens, une histoire qui finissait bien, comparée à tant d'autres qui ne connaissent jamais une telle issue. Je continue de lui rendre visite régulièrement, précisément pour qu'il ne reste pas, lui, totalement seul face à ce que la vie lui a fait. Maintenant que vous connaissez toute mon histoire, permettez-moi de m'arrêter sur les enseignements qu'elle porte, car je n'ai pas traversé tout cela pour le garder pour moi seul. Si ma mésaventure peut épargner celle d'un être que vous aimez, alors elle n'aura pas été vaine. Le premier enseignement. Méfiez-vous de tout document qu'on vous présente à signer pendant une période d'hospitalisation, de convalescence ou de grande fatigue physique et mentale. Ces moments de vulnérabilité sont, hélas, précisément ceux que certains choisissent pour faire signer des papiers dont on ne mesure pas, sur le coup, toute la portée. Si l'on vous présente un document à signer dans un tel contexte, demandez toujours, systématiquement, un délai de réflexion, l'avis d'une personne extérieure de confiance ou l'assistance d'un notaire indépendant, avant d'apposer votre signature, quelle que soit l'urgence apparente qu'on tente de vous imposer. Le deuxième enseignement, ne laissez jamais un placement présenté comme temporaire ou provisoire vous priver de votre droit de regard sur vos propres biens et sur votre propre maison. Si vous êtes placé, même pour quelques mois, dans un établissement de soins, assurez-vous que votre maison reste sous votre contrôle exclusif ou sous celui d'une personne de confiance mandatée de manière claire, limitée et révocable, et vérifiez régulièrement que rien n'est entrepris à votre insu concernant ce bien pendant votre absence. Le troisième enseignement, pour les familles, si l'un de vos proches traverse des difficultés financières graves, ne le laissez jamais en arriver à considérer les biens d'un parent hospitalisé ou affaibli comme une ressource de dernier recours. Parlez-en ouvertement, en famille. Cherchez des solutions légales et transparentes à ces difficultés, aussi douloureuses soient-elles à exposer. Le silence et la honte autour des dettes familiales sont souvent le terreau sur lequel poussent ensuite des trahisons bien plus graves envers les plus vulnérables d'entre nous. Le quatrième enseignement, peut-être le plus difficile à entendre, méfiez-vous de tout raisonnement qui décide, à votre place, que votre vie autonome est terminée, sous prétexte d'un accident ou d'une hospitalisation. Tant que votre esprit est capable de comprendre et de décider, vous seul avez le droit de choisir où et comment vous voulez vivre. Nul, pas même votre propre enfant, n'a le droit de décider, en votre nom et sans votre consentement véritable, que votre avenir se limite désormais à un établissement, aussi confortable soit-il. Je veux revenir sur ce que représente, pour un homme comme moi, le fait d'avoir été dépossédé de mes décisions les plus fondamentales précisément au moment où j'étais le moins capable de m'y opposer. Il y a quelque chose de particulièrement cruel dans cette forme de trahison. Elle ne frappe pas quand on est fort, capable de se défendre, de vérifier, de comprendre. Elle frappe précisément quand on est le plus vulnérable, quand notre corps et notre esprit sont mobilisés tout entiers par la lutte pour se remettre d'une épreuve physique. C'est comme si l'on profitait d'un homme en train de se noyer pour lui vider les poches, pendant qu'il concentre toute son énergie à simplement garder la tête hors de l'eau. Cette forme de trahison, exploitant la vulnérabilité au moment même où elle est à la plus grande, mérite, je crois, une vigilance particulière de la part de tous ceux qui entourent une personne hospitalisée ou affaiblie. Il y a une chose que je veux dire sur ce que signifie, au fond, être placé quelque part par sa propre famille, et sur la différence fondamentale entre un placement choisi, consenti, discuté, et un placement décidé unilatéralement, même avec les meilleures intentions apparentes. Bastien m'avait présenté cette maison de retraite comme une décision que nous prenions ensemble. En réalité, dans mon état de fragilité, j'avais surtout acquiescé à ce qu'il proposait, sans avoir la force ni la lucidité de peser réellement le pour et le contre, d'explorer d'autres options, de poser les questions qui auraient dû l'être. Un vrai choix suppose une véritable capacité à dire non,
à explorer des alternatives, à prendre le temps de la réflexion. Ce que j'avais vécu n'était pas un choix véritable, mais une soumission à la volonté d'un autre, habillée du vocabulaire rassurant du choix partagé. Je pense souvent à la manière dont notre société traite la question de l'autonomie des personnes âgées après un accident ou une hospitalisation. On bascule, trop souvent et trop rapidement, d'une présomption de capacité totale à une présomption de dépendance totale, sans jamais s'attarder sur les nuances intermédiaires, sur les capacités réelles, souvent partielles mais bien présentes, que conserve une personne fragilisée mais non incapable. Cette binarité dangereuse entre autonomie totale et dépendance totale laisse un espace immense pour les abus, précisément parce qu'elle permet à quiconque de justifier, au nom d'une prétendue incapacité globale, des décisions qui devraient, en réalité, rester entièrement entre les mains de la personne concernée, même diminuée, même affaiblie, tant que sa capacité de discernement fondamentale demeure intacte. Il y a une chose que je veux dire sur la peur, car elle a joué un grand rôle dans mon histoire, chez Bastien comme chez moi. Bastien s'est tu longtemps, prisonnier de la peur de la faillite, de l'humiliation professionnelle, du regard de ses proches sur son échec entrepreneurial. Et moi, quand j'ai découvert la vérité, ma première tentation a été, presque, de préférer ne pas savoir, tant la vérité menaçait de détruire l'image que je m'étais construite d'un fils aimant et digne de confiance. La peur nous pousse à préférer l'ignorance confortable à la vérité douloureuse. Et c'est précisément sur cette peur-là, cette préférence instinctive pour l'aveuglement, que comptent, consciemment ou non, ceux qui trahissent la confiance de leurs proches les plus vulnérables. Je veux dire un mot sur ce que représente, pour moi, le fait de continuer à croire en la bonté humaine, malgré la trahison la plus intime que j'ai connue. On pourrait croire qu'après une telle épreuve, un vieil homme comme moi devrait se méfier systématiquement de toute proposition d'aide venant de sa propre famille, ne plus jamais accepter d'être placé où que ce soit, ne plus jamais signer le moindre papier sans une suspicion permanente. J'ai choisi une autre voie. Je continue à faire confiance à Noémie, entièrement, sans réserve, parce qu'elle l'a mérité, jour après jour, par sa conduite irréprochable tout au long de cette épreuve. Je continue même, avec prudence et par étapes mesurées, à reconstruire quelque chose avec Bastien, parce que je crois encore en sa capacité de rédemption. La trahison d'une personne ne doit jamais devenir la condamnation de la confiance elle-même. Je pense souvent à ce qu'aurait pu être cette histoire si Aurore, cette comptable que je ne connaissais pas avant cette affaire, n'avait pas eu la conscience professionnelle de vérifier, avec attention, l'origine exacte de ce fameux virement habituel, plutôt que de se contenter d'une réponse rassurante et superficielle. Son attention aux détails, sa manière de prendre au sérieux ma question apparemment anodine, a été le premier maillon d'une chaîne de bienveillance qui, ensuite, m'a permis de tout comprendre et de me défendre efficacement. Ces professionnels qui prennent le temps de vérifier, qui ne se satisfont pas d'une explication trop lisse, méritent une reconnaissance que l'on n'exprime pas assez souvent. Une pensée me vient sur la différence entre la dépendance et l'interdépendance, deux notions que l'on confond parfois dangereusement quand il s'agit des personnes âgées. La dépendance totale, celle où l'on remet toutes les clés de sa vie entre les mains d'un seul autre, sans aucun droit de regard conservé, est une situation de vulnérabilité extrême, propice à tous les abus. L'interdépendance, en revanche, celle où l'on accepte de l'aide tout en conservant un droit de regard, une capacité de vérification, une voix qui compte dans les décisions qui nous concernent, est une situation bien plus saine, bien plus protectrice. Accepter de l'aide, à mon âge, ne signifie pas nécessairement renoncer à toute forme de contrôle sur sa propre existence. Cela signifie au contraire apprendre à distinguer les formes d'aide qui respectent notre autonomie résiduelle de celles qui, sous couvert de sollicitude, l'annihilent complètement. Je veux dire un mot sur ce que représente, pour un homme qui a travaillé le bois toute sa vie, le fait de devoir, un jour, faire confiance à des papiers, des actes, des procurations, plutôt qu'à la solidité tangible d'un meuble bien construit. Un menuisier sait, en touchant une pièce de bois, en observant son grain, en testant sa résistance, si elle tiendra ou non. Les papiers juridiques, eux, ne se laissent pas toucher, tester, éprouver de la même manière. Ils reposent sur une confiance abstraite envers des mots, des signatures, des institutions que l'on ne peut pas manier de ses propres mains.
Cette histoire m'a appris que la solidité apparente d'un document officiel ne garantit en rien sa légitimité véritable, tout comme un meuble mal assemblé peut, en apparence, sembler solide jusqu'au jour où il s'effondre sous une charge qu'il n'était pas conçu pour porter. Il faut, pour les papiers comme pour le bois, savoir chercher les fissures invisibles avant qu'elles ne deviennent des effondrements irréversibles. Il y a une réflexion qui me vient sur ce que représente, pour une personne âgée hospitalisée, la solitude particulière de ces moments où l'on est entouré de blouses blanches, de machines, de visages inconnus, loin de son environnement familier, loin de ses repères habituels. Cette solitude institutionnelle, différente de la solitude ordinaire du grand âge, crée une vulnérabilité spécifique, un besoin presque désespéré de se raccrocher à un visage familier, à une présence rassurante, fût-elle celle d'un enfant dont les intentions, en réalité, ne sont pas aussi pures qu'elles le paraissent dans ce moment de détresse. Cette solitude hospitalière, je le comprends maintenant, doit être reconnue comme un facteur de vulnérabilité particulier, exigeant une vigilance accrue de la part de tous ceux qui entourent, professionnellement ou familialement, une personne dans cette situation. Je pense souvent à ce que signifie, pour moi désormais, le mot « chez soi », après avoir failli le perdre définitivement. Avant cette épreuve, ma maison était, pour moi, une évidence tranquille, un décor familier auquel je ne prêtais plus vraiment attention. Depuis que j'ai failli la perdre, chaque recoin, chaque outil de mon atelier, chaque craquement familier du plancher est devenu porteur d'une signification nouvelle, presque sacrée. Le « chez-soi » n'est pas qu'un lieu géographique, c'est le prolongement physique de notre propre identité, de notre histoire, de notre capacité à demeurer maître de notre existence jusqu'au bout. Perdre son chez-soi, ou craindre de le perdre, c'est perdre en un sens une part de soi-même, et le retrouver, c'est se retrouver soi-même, entier, à nouveau. Il y a une pensée qui m'a soutenu, tout au long de cette épreuve, et que je veux vous transmettre. C'est l'idée que la chaîne du mal peut s'arrêter quelque part, si un homme le décide. Bastien, façonné par ses propres difficultés financières et sa propre peur de l'échec, a exploité ma vulnérabilité passagère pour agir dans mon dos. Et j'ai décidé que la chaîne s'arrêterait à moi. Je ne transmettrai pas le mal reçu. Je ne verserai pas, dans le cœur de Léon, le poison de la méfiance envers son propre père. En moi, la chaîne du mal se briserait, et de mon côté ne repartirait que le pardon mesuré, la justice sereine, et un amour paternel devenu plus lucide, mais toujours réel. C'est, je crois, la plus haute des victoires qu'un homme puisse remporter. Non pas vaincre celui qui l'a blessé, mais empêcher que le mal qu'on lui a fait ne se propage à travers lui. Que laisserai-je quand je m'en irai? Longtemps, j'ai cru que l'important était de laisser à mes enfants une maison bien entretenue, fruit de toute une vie de travail manuel minutieux. Cette histoire m'a fait changer d'avis. La maison, on a voulu me la voler. Les biens matériels, cela peut être pris, détourné, même par ceux qu'on aime le plus. Ce qui restera vraiment de moi, ce n'est pas ce que j'aurai laissé sur le papier, mais ce que j'aurai déposé dans le cœur de mes petits-enfants et de mes enfants eux-mêmes. Le souvenir d'un père qui, trahi dans sa vulnérabilité la plus extrême, n'a pas cédé à la haine définitive, mais qui a su, à la fois, se battre pour la vérité et laisser une porte ouverte à la rédemption. Voulez-vous savoir quelle est ma plus grande victoire dans toute cette affaire? Ce n'est pas d'avoir récupéré ma maison. C'est de pouvoir, chaque soir, dans mon propre lit, dans ma propre chambre, poser ma tête sur l'oreiller et m'endormir en paix, maître de mon propre chez-moi, de mes propres décisions, de ma propre existence. On peut voler beaucoup de choses à un homme âgé. On ne peut pas lui voler le sommeil paisible d'un homme qui dort, enfin, dans son propre lit, sous son propre toit, en pleine conscience d'être encore maître de sa vie. Je veux revenir sur ce que représente, pour un homme comme moi, le fait de découvrir la vérité par l'intermédiaire d'une comptable, d'une professionnelle extérieure à ma famille, plutôt que par une intuition personnelle. Il y a quelque chose d'étrange, presque humiliant sur le moment, à devoir sa propre lucidité à une simple question posée par hasard à l'accueil, plutôt qu'à une vigilance que j'aurais dû exercer moi-même bien plus tôt. Je me suis longtemps demandé pourquoi je n'avais jamais pensé à vérifier, moi-même, qui payait exactement ma chambre. Pourquoi j'avais accepté,
sans jamais y réfléchir vraiment, cette explication vague selon laquelle Bastien s'en occupait. La réponse, je crois, tient en un mot. La confiance filiale ne pose jamais de questions à elle-même. Elle se contente d'exister, silencieuse et rassurante, jusqu'au jour où un détail extérieur vient, brutalement, la faire vaciller. Il y a une réflexion qui me vient sur la nature particulière de la vulnérabilité qui accompagne une hospitalisation et sur la manière dont notre société, malgré toutes ses avancées médicales, reste encore largement désarmée face à la protection juridique des patients dans ces moments précis. On soigne le corps avec une compétence remarquable. On vérifie rarement, avec la même rigueur, que l'esprit du patient reste suffisamment lucide pour donner un consentement véritable à des documents administratifs qu'on lui présente, parfois, au chevet même de son lit d'hôpital. Cette faille, entre l'excellence des soins médicaux et la fragilité de la protection juridique dans ces mêmes moments, mérite, je crois, une attention bien plus grande de la part de tous ceux qui accompagnent, professionnellement, les personnes hospitalisées. Je pense souvent à la manière dont j'ai dû, dans les jours qui ont suivi la découverte, réapprendre à regarder mon propre fils avec des yeux neufs, sans pour autant sombrer dans une suspicion permanente et destructrice. Ce travail intérieur, cette gymnastique du regard qui doit rester aimant sans redevenir naïf, a été, je crois, l'un des exercices les plus difficiles de toute mon existence. Comment continuer à voir, dans le même visage, à la fois l'enfant qu'on a élevé de toute son âme et l'adulte qui, sous la pression de circonstances extrêmes, a pu commettre un acte aussi grave contre celui-là même qui l'avait mis au monde. Il y a une chose que je veux dire sur la manière dont j'ai vécu, intérieurement, les premières semaines après la découverte, avant même que la plainte ne soit déposée. Je me souviens d'une sensation étrange, celle de vivre dans deux mondes parallèles. Celui, apparent, où je continuais à recevoir les appels téléphoniques de Bastien, feignant l'ignorance sur les conseils de Charline pour ne pas compromettre l'enquête naissante, et celui, intérieur, tumultueux, où bouillonnait la colère, la tristesse, l'incompréhension la plus totale. Cette double vie temporaire, nécessaire pour des raisons d'enquête, a été l'une des épreuves les plus éprouvantes psychologiquement de toute cette affaire. Il y a un trésor dont je n'ai pas encore assez parlé, et qui, dans cette histoire, a plus pesé que l'argent de la vente elle-même. Ma réputation, la confiance que les gens de mon quartier me portaient depuis toutes ces années passées derrière l'établi de mon atelier. Quand j'ai raconté mon histoire à la gendarmerie, personne n'a douté un seul instant que je disais la vérité, que je n'avais pas moi-même, par confusion ou par sénilité naissante, consenti pleinement à cette vente. On me connaissait, on savait qui j'étais, homme de travail et de parole donnée, et cette réputation a parlé pour moi. Là où mes explications hésitantes sur des mois entiers de confusion post-hospitalisation auraient pu, seules, sembler fragiles. Un bon nom ne s'achète pas. Il se construit, planche après planche, année après année, et il protège, même dans les circonstances les plus douloureuses, bien plus efficacement qu'aucun document. Voulez-vous savoir quelle est ma plus grande victoire dans toute cette affaire? Ce n'est pas d'avoir récupéré ma maison. C'est de pouvoir, chaque soir, poser ma tête sur l'oreiller et m'endormir en paix, sans que mon esprit tourne en boucle sur des questions sans réponse. On peut voler beaucoup de choses à un homme âgé. On ne peut pas lui voler le sommeil paisible. Celui-là ne se donne qu'à ceux qui, malgré tout, ont gardé la conscience tranquille. J'ai perdu un temps, à cause de cette affaire, le sommeil. Mais je l'ai retrouvé entier le jour où j'ai compris que je n'avais pas à porter la honte de la trahison d'un autre. C'est là, mes amis, la vraie mesure d'une vie réussie. Non pas la taille de la maison, mais la paix qu'on trouve, le soir venu. Quand tout fut fini, quand ma maison me fut revenue, et que la paix, peu à peu, retomba sur ma vie, il y avait un endroit où j'allais souvent, et où je trouvais mon réconfort. Le petit cimetière du quartier, la tombe d'Henriette. Je m'y assieds, sur le banc de pierre, et je lui parle, comme je l'ai toujours fait. Je m'en suis sorti, Henriette, lui ai-je dit, le jour où tout fut réglé. Notre maison, celle où nous avons vécu 40 ans ensemble, je l'ai récupérée. Ils ont bien failli me la prendre, pendant que j'étais au plus faible, hospitalisé, incapable de me défendre. Mais je me suis battu, avec l'aide de notre fille, et j'ai gagné. Et sais-tu ce qui m'a le plus étonné? C'est que je n'étais pas seul
malgré la trahison de notre fils. Une comptable attentive a détecté l'anomalie. Un notaire droit m'a défendu. Une jeune gendarme, marquée par une histoire semblable dans sa propre famille, m'a cru sans hésiter. Notre Noémie a été mon roc. Et même Bastien, notre pauvre Bastien égaré par ses dettes, a fini par retrouver un peu de lumière. Et, dans le silence du cimetière, il m'a semblé entendre sa réponse, claire et douce, comme toujours. Bien sûr que tu n'étais pas seul, mon vieux Hector. Tu as passé ta vie à construire, avec patience, des choses solides, faites pour durer. Il était juste que, le jour de ton épreuve, des mains se tendent, à leur tour, vers toi. Tu as récupéré notre maison, oui, mais tu as fait mieux encore. Tu as gardé ton cœur ouvert, même envers celui qui t'avait trahi dans ta faiblesse. C'est cela, être un homme, un vrai. Repose-toi maintenant dans notre maison retrouvée. Sous tous ces enseignements se cache une seule question, et je veux m'y attarder, car c'est le cœur de mon histoire. Que veut dire, au fond, aider vraiment un parent hospitalisé ou affaibli, sans profiter de sa vulnérabilité passagère pour décider à sa place? Car Bastien, au début, se présentait exactement comme le fils qui aide son père fragilisé, qui s'occupe des formalités pendant qu'il se remet. Sous ce masque de l'aide sincère, il a fini, poussé par sa détresse financière, par préparer, puis exécuter le vol. Aider vraiment un parent fragilisé, c'est respecter sa capacité de discernement résiduel, même diminuer, jamais la contourner sous prétexte de simplification. C'est prendre le temps de lui expliquer chaque document, chaque démarche, même si cela demande plus de patience que d'agir vite en son nom. Le vrai dévouement se réjouit de voir le parent comprendre, même lentement, ce qui se passe. Le faux dévouement préfère profiter de sa confusion passagère pour agir sans jamais avoir à se justifier. Si vous accompagnez un parent hospitalisé, demandez-vous sans cesse « Est-ce que je respecte son rythme de compréhension ? Ou est-ce que je profite de sa fatigue pour aller plus vite que ce qu'il pourrait réellement consentir ?» Il y a une chose que je veux dire sur la peur du ridicule qui a failli, à plusieurs reprises, me pousser au silence. J'avais honte, d'abord, d'avoir signé des documents sans en comprendre pleinement la portée, moi qui me croyais un homme prudent. Cette honte-là est un piège aussi dangereux que la trahison elle-même. Ne laissez jamais la peur du ridicule vous réduire au silence. Chaque parent qui ose dire « On a profité de ma faiblesse pendant mon hospitalisation » arrache une arme des mains de ceux qui comptent sur le silence honteux des victimes vulnérables. On croit souvent que les malins l'emportent dans ce monde. Bastien se croyait malin, capable de profiter de mon hospitalisation sans jamais en subir les conséquences. Mais regardez la fin de l'histoire. Le malin Bastien a vu son entreprise s'effondrer sous le poids du scandale judiciaire. Le naïf que j'étais a récupéré sa maison, gardé son honneur et retrouvé, avec le temps, une forme de paix. Le malin est habile à court terme, mais il bâtit sur du sable. Le sage bâtit sur le roc de l'honnêteté. Il y a une chose que je veux dire sur la manière dont notre société traite la parole des personnes âgées hospitalisées quand elles évoquent, plus tard, des doutes sur ce qu'elles ont signé pendant leur convalescence. On met trop souvent cela sur le compte de la confusion post-hospitalière sans jamais chercher à vérifier si cette confusion n'a pas, précisément, été exploitée par un tiers. Croyons les vieux, même hospitalisés, même fatigués, quand ils expriment un doute sur ce qu'ils ont signé. La blessure la plus profonde, dans mon histoire, n'est pas venue d'un étranger, mais de mon propre fils. C'est une loi cruelle. Les coups les plus durs nous viennent presque toujours de ceux que nous avons laissés entrer le plus près de notre cœur. Et le plus près, aussi, de notre vulnérabilité la plus intime, celle du corps affaibli et de l'esprit fatigué. Faut-il, pour autant, ne faire confiance à personne pendant une hospitalisation, se murer dans la défiance envers tous ceux qui nous entourent à ce moment précis? Non. Mais il faut savoir que la confiance, dans ces moments de grande vulnérabilité, mérite d'être accompagnée d'un regard extérieur, neutre, capable de vérifier ce que nous ne sommes plus, temporairement, en mesure de vérifier nous-mêmes. Cela n'arrive qu'aux autres. Voilà ce que je me disais, avant. Ces histoires de vieux dépossédés pendant une hospitalisation, je les entendais parfois, et je pensais, quelle tristesse. Mais Bastien m'aime vraiment.
Cela ne peut pas m'arriver. À moi. Quelle erreur. C'est justement cette assurance qui fait de nous des proies faciles. Le malheur ne prévient pas. Il frappe précisément là où l'on ne l'attend pas, au moment où l'on est le plus affaibli et le moins capable de se défendre. Je veux parler des deux sortes d'argent, car cette histoire les a mises face à face d'une manière particulièrement cruelle. Il y a l'argent lent, l'argent honnête, celui qu'on gagne planche après planche, année après année, comme moi j'ai gagné le mien en travaillant le bois. Et puis il y a l'autre argent, l'argent rapide, l'argent volé, celui que Bastien espérait obtenir en vendant, dans mon dos, la maison de toute une vie plutôt que d'affronter honnêtement ses difficultés professionnelles. Cet argent-là brûle les mains. Il ne dort pas. Il crie sous forme de remords et de dislocation familiale. Je pense souvent à ce que serait devenue ma vie si je n'avais pas eu, à mes côtés, une fille comme Noémie, capable de garder la tête froide et d'accourir immédiatement dès mon premier appel. Sans elle, j'aurais peut-être mis bien plus de temps à comprendre l'ampleur exacte de ce qui s'était passé. Cela m'a fait comprendre, une fois de plus, l'importance de ne jamais rester isolé face à un problème qui nous dépasse émotionnellement, et l'importance, pour les familles, de cultiver des relations de confiance équilibrées avec plus d'un enfant, plutôt que de laisser, sans le vouloir, un seul devenir l'unique interlocuteur de nos affaires les plus sensibles. Le combat pour comprendre et pour récupérer ma maison fut long, et il faut de la patience pour supporter la lenteur des procédures judiciaires. Mais toute ma vie de menuisier m'avait déjà enseigné cette vertu. On ne construit pas un meuble solide en forçant les assemblages. Il faut ajuster, poncer, vérifier chaque jointure avant de pouvoir assembler l'ensemble avec justesse. Il en va de même de la justice. Elle avance à son rythme, minutieusement, avant de retrouver, peut-être, un fonctionnement harmonieux. Ne confondez jamais la lenteur avec l'échec. Je veux dire un mot sur le pardon, car il a occupé une place centrale dans cette histoire. Pardonner à Bastien n'a pas signifié effacer la gravité de son acte, ni lui redonner, du jour au lendemain, le même accès à mes affaires qu'auparavant. Pardonner, c'est cesser de laisser la rancune empoisonner son propre cœur. J'ai pardonné à Bastien, mais je ne lui ai pas rendu les clés de mes décisions. On peut pardonner et rester prudent. On peut aimer et vérifier ses documents avant de signer. Le pardon guérit celui qui pardonne, plus encore que celui qui est pardonné. Je veux dire un mot sur ce que représente pour moi le fait de continuer à vivre dans le même quartier, à croiser les mêmes visages, après une trahison aussi intime rendue publique, au moins partiellement, par la procédure judiciaire. J'ai découvert une solidarité discrète mais réelle de la part de mes voisins, de mes anciens clients, de tous ceux qui me connaissaient depuis des décennies. Personne ne m'a jugé pour avoir été trompé pendant ma faiblesse. Beaucoup, au contraire, ont partagé des histoires similaires vécues dans leur propre entourage. Je pense souvent à ce que j'ai ressenti, la première fois, après toute cette épreuve, où j'ai réussi seul à comprendre entièrement un document administratif que Noémie m'avait présenté, sans avoir besoin qu'elle me l'explique deux fois. Cette petite victoire, minuscule aux yeux de certains, a valu, pour moi, bien plus que n'importe quel discours théorique. Elle m'a prouvé que je n'étais plus la proie facile d'autrefois, mais un homme redevenu maître de son propre discernement. Il y a une dernière réflexion qui me vient sur la manière dont cette épreuve a changé mon regard sur ma propre vulnérabilité future. J'avais toujours pensé que vieillir signifiait, inévitablement, perdre progressivement tout contrôle sur sa propre vie. Cette épreuve m'a fait comprendre que la vulnérabilité physique et la capacité de décision ne sont pas la même chose, et que je peux, même affaibli physiquement, rester pleinement maître de mes choix, à condition de m'entourer des bonnes protections juridiques et humaines. Je veux dire un mot, enfin, sur ce que représente, pour une famille, le fait de traverser ensemble une telle épreuve, plutôt que chacun dans son coin. Au début de cette affaire, chacun d'entre nous portait séparément une part du fardeau. C'est en osant, finalement, mettre en commun nos morceaux d'information, nos peurs, nos doutes, que nous avons pu avancer efficacement vers une forme de guérison collective, imparfaite mais réelle. Je veux dire un mot sur ce que représente, pour un homme comme moi, la différence entre la loyauté aveugle et la loyauté lucide envers sa propre famille.
J'avais toujours cru que la loyauté filiale consistait à ne jamais remettre en question les décisions de mes enfants concernant mon bien-être. Cette histoire m'a appris qu'il existe une loyauté plus mature, celle qui aime suffisamment pour oser vérifier, même quand cela dérange, même quand cela semble, sur le moment, une marque de méfiance envers ceux qu'on aime. Cette loyauté lucide est la seule qui puisse véritablement protéger une famille sur le long terme. Je pense souvent à ce que j'aurais pu faire différemment, avant même que cette histoire ne commence. Aurais-je dû, dès mon entrée à l'hôpital, désigner clairement une personne de confiance chargée de vérifier tout document qu'on me présenterait à signer? Aurais-je dû établir, bien avant cette chute, des directives claires sur ce qui devrait se passer en cas d'hospitalisation prolongée? Ces questions n'ont pas de réponse définitive, mais je les partage avec vous pour que vous, qui m'écoutez, puissiez peut-être, en amont, mettre en place ces protections que je n'avais pas su anticiper. Il y a une chose que je veux confier sur la manière dont cette épreuve a renforcé mon attachement aux gestes simples de mon métier. Réparer une petite chaise pour un voisin, transmettre quelques rudiments de menuiserie à Léon dans mon atelier. Ces activités modestes me procurent désormais une joie plus intense qu'auparavant, comme si l'épreuve traversée avait aiguisé ma capacité à apprécier ce qui ne peut jamais être volé ni détourné. Le plaisir du travail bien fait de mes propres mains. Une dernière pensée me vient sur ce que représente, pour moi, le fait de continuer à croire en la possibilité du changement chez un être humain, même après une trahison aussi profonde. Bastien n'est plus, aujourd'hui, l'homme désespéré qui a vendu ma maison dans mon dos. Il est devenu, à force de travail sur lui-même, quelqu'un de plus lucide, de plus honnête envers lui-même et envers moi. Croire en la possibilité du changement, même après le pire, n'est pas de la naïveté. C'est peut-être, au fond, la forme la plus haute de l'espérance humaine. Je veux dire un mot sur ce que représente, pour moi, la manière dont j'ai dû réapprendre à faire la différence entre poser une question par méfiance et poser une question par simple prudence légitime. Avant cette épreuve, je craignais que le fait de demander des comptes à Bastien sur mes propres affaires ne soit interprété comme un manque de confiance blessant. Cette crainte m'a longtemps empêché de poser les questions élémentaires qui auraient pu, peut-être, révéler la situation bien plus tôt. J'ai appris, depuis, qu'une question posée avec bienveillance, sans accusation, n'est jamais un signe de méfiance excessive. C'est, au contraire, une marque de responsabilité envers soi-même. Ne craignez jamais de poser une question simple sur ce qui vous semble mériter une clarification. Il y a une pensée qui me vient sur la manière dont j'ai appris, avec le temps, à ne plus confondre l'urgence apparente et l'urgence réelle. Au début, après la découverte, chaque appel de la gendarmerie, chaque lettre du notaire me semblait porteur d'une menace immédiate à traiter dans la panique. J'ai appris, depuis, à respirer, à prendre le temps de vérifier calmement plutôt que de réagir dans l'urgence. Cette leçon de calme a fini par se répandre à d'autres aspects de ma vie. J'ai retrouvé, avec le temps, une sérénité que je croyais perdue à jamais. Je pense à ce que représente, pour moi, la manière dont j'ai dû réévaluer entièrement ma capacité de jugement sur les êtres qui m'entourent. Toute ma vie, je m'étais flatté d'être un bon juge de caractère. Cette histoire m'a prouvé que ce jugement, aussi affûté fût-il dans la sphère professionnelle, pouvait totalement se brouiller dès lors qu'il s'agissait de mon propre fils, et plus encore dans un moment de vulnérabilité physique extrême où mes défenses habituelles étaient littéralement anesthésiées par la fatigue et les médicaments. Je veux dire un mot sur ce que représente, pour moi, la persistance de l'amour paternel au-delà même de la trahison la plus grave. On pourrait s'attendre à ce qu'un tel amour, une fois trahi de manière aussi flagrante, s'éteigne complètement. Ce n'est pas ce qui s'est produit. Cet amour n'est pas une transaction qui se romprait automatiquement en cas de manquement grave. Il est, par nature, plus tenace, presque indépendant de la conduite de celui qui le reçoit. Cela ne veut pas dire qu'il faille tout excuser, mais cela signifie que la coexistence de la déception la plus profonde et de l'amour le plus sincère n'a rien d'illogique. Il y a une chose que je veux dire sur ce que représente, pour un homme qui a passé sa vie à travailler de ses mains, le fait de devoir désormais faire confiance à des systèmes juridiques abstraits, invisibles, qu'il ne peut ni voir ni toucher, comme les expertises médicales qui ont fini par prouver mon état de confusion au moment de la signature.
Il y a quelque chose de troublant, pour un artisan comme moi, à devoir sa protection à des documents abstraits plutôt qu'aux rouages tangibles que je peux démonter et remonter de mes propres mains. Et pourtant, j'ai dû apprendre à faire confiance à cette forme nouvelle de protection, aussi abstraite me paraisse-t-elle. Je veux dire un mot sur le rôle des institutions face au vieillissement de leur clientèle et de leurs résidents. Aurore m'a expliqué un jour que son établissement avait mis en place, ces dernières années, des procédures de vérification plus strictes concernant l'origine des paiements de chambre, précisément parce que ce type de situation devenait, hélas, de plus en plus fréquent. Je veux dire, à toutes les institutions qui nous protègent ainsi, qu'elles jouent un rôle irremplaçable dans ce combat silencieux contre l'exploitation financière des personnes âgées, et je veux encourager chacun d'entre nous à ne jamais hésiter à les solliciter. Je veux dire un mot sur la patience qu'il a fallu à toute ma famille pour traverser cette épreuve ensemble, sans que la colère initiale ne détruise définitivement nos liens. Il y a eu des mots durs, prononcés dans les premières semaines, des reproches échangés entre Noémie et Bastien, des silences pesants lors des rares repas de famille qui ont suivi la confrontation. Mais nous avons tenu bon, ensemble, refusant de laisser cette crise nous séparer définitivement. Chaque famille traversant une épreuve semblable connaîtra, je crois, des moments de tension. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est une étape normale du processus de guérison collective. Une dernière image me vient, pour clore ces réflexions, celle d'un meuble endommagé qui, après une réparation soigneuse, ne retrouve jamais exactement son état d'origine, mais qui, ajusté avec patience, peut retrouver une solidité et une utilité tout à fait honorables, différentes peut-être, mais tout aussi réelles. Ma famille, après cette épreuve, ne fonctionne plus exactement comme avant. Certains assemblages ont été remplacés, d'autres renforcés avec plus de prudence qu'auparavant. Mais l'ensemble, aujourd'hui, tient à nouveau, avec une solidité retrouvée. Je veux dire un mot aux enfants adultes qui, comme Bastien, traversent aujourd'hui des difficultés financières graves. Écoutez-moi, vous qui peut-être reconnaissez, dans les mots que je prête à mon fils, une part de votre propre tourment. Le chemin qui consiste à profiter, même provisoirement, selon vous, de la vulnérabilité d'un parent hospitalisé, ne mène qu'au malheur. Le vôtre est celui de la personne que vous prétendez épargner en ne lui disant rien. Parlez à vos parents, même si la honte vous en empêche. La plupart des parents préféreraient de loin être mis au courant d'une difficulté réelle. Je pense souvent à ce que représente, pour moi, le fait d'avoir dû accepter de l'aide extérieure pour traverser cette épreuve. Moi qui avais toujours été un homme habitué à résoudre seul ses problèmes. Demander de l'aide à Aurore, à Charline, à Maître Poncet, à Noémie, a été, dans un premier temps, une blessure supplémentaire portée à ma fierté d'homme indépendant. Mais j'ai appris que cette indépendance farouche, poussée jusqu'au bout, m'aurait probablement laissé seul, démuni, incapable de me défendre efficacement. Je pense à ce que représente, pour un homme de mon âge, le fait de devoir réévaluer entièrement la notion de sécurité à laquelle il croyait fermement depuis des décennies. J'avais toujours pensé que la sécurité résidait dans la solidité d'une maison bien entretenue, dans la clarté d'un patrimoine bien géré. Cette histoire m'a appris que la véritable sécurité, à un âge avancé, ne réside pas seulement dans la solidité matérielle de ce qu'on possède, mais aussi dans la répartition intelligente des responsabilités entre plusieurs personnes de confiance et dans des directives claires établies avant qu'une hospitalisation ne survienne, précisément pour prévenir les moments où notre propre vigilance serait, temporairement, hors service. Je veux dire un mot sur ce que représente, pour moi, l'acceptation d'une vie qui, désormais, ne ressemble plus tout à fait à celle d'avant, sans pour autant être diminuée. J'ai perdu, un temps, ma maison. J'ai perdu aussi une forme d'innocence, cette croyance naïve que l'amour familial suffit, à lui seul, à garantir la sécurité pendant les moments de faiblesse. Mais j'ai gagné, en retour, une clairvoyance nouvelle, une relation plus vraie avec mes enfants, et une capacité à apprécier, avec une gratitude renouvelée, les liens authentiques qui continuent de m'entourer. Cette vie nouvelle n'est pas une vie diminuée. C'est une vie devenue, à sa manière, plus consciente d'elle-même, et donc, en un sens profond, plus riche. Je veux dire un dernier mot,
avant de reprendre le fil de mon histoire, sur ce que représente, pour moi, la reconnaissance envers ceux qui, sans être de ma famille, se sont battus pour moi comme s'ils l'étaient. Aurore, cette comptable que je ne connaissais pas avant cette affaire, a pris le temps de vérifier ce qu'elle aurait pu, facilement, laisser passer. Charline, cette jeune gendarme dont le métier consiste à côtoyer les pires aspects de la nature humaine, a gardé assez de compassion pour traiter mon dossier avec rigueur. Ces professionnels méritent notre reconnaissance collective, une reconnaissance que l'on n'exprime pas assez souvent dans nos vies pressées. Il y a une dernière image qui me vient, celle d'un fil invisible mais bien réel, qui relie tous ceux qui, comme moi, ont traversé une trahison familiale semblable, à travers le pays, sans même se connaître. Chacun de nous, en racontant son histoire, en refusant la honte du silence, tisse un peu plus solidement ce fil invisible de la solidarité entre victimes et futures victimes potentielles. Continuons à le tisser, ensemble, une histoire après l'autre. Je veux dire un mot sur ce que représente, pour moi, la manière dont j'ai vécu. Intérieurement, le moment précis où Aurore a prononcé le mot « vente » en évoquant l'origine de mes paiements. Ce moment, qui n'a duré que quelques secondes dans la réalité, s'est étiré, dans mon souvenir, comme une éternité douloureuse, pendant laquelle des dizaines d'images de ma maison, de mon atelier, de ma vie avec Henriette, ont défilé devant mes yeux, cherchant désespérément une explication qui n'existait pas. C'est ce genre d'instant qui redéfinit, à jamais, la manière dont on perçoit le temps lui-même. Je veux dire un mot sur ce que représente, pour moi, le fait d'avoir dû, dans les mois qui ont suivi cette découverte, réapprendre à distinguer mes propres besoins de ceux que je m'étais habitué à faire passer systématiquement après ceux de mes enfants. J'avais toujours été un père qui se sacrifiait volontiers, qui minimisait ses propres inquiétudes pour ne jamais peser sur ses enfants. Cette histoire m'a appris qu'un tel sacrifice permanent peut aussi, paradoxalement, créer les conditions d'un déséquilibre dangereux, où l'enfant en vient, insidieusement, à considérer les ressources de son parent comme allant de soi, disponibles sans limite ni question, particulièrement dans les moments où ce parent est le plus affaibli et le moins en mesure de rappeler ses propres limites. Une dernière pensée me vient sur ce que représente, pour un homme de mon âge, le fait de continuer à espérer que ses petits-enfants grandiront dans un monde où la vigilance juridique entourant les personnes hospitalisées sera devenue, enfin, une évidence partagée par tous, plutôt qu'une leçon apprise dans la douleur, comme cela a été mon cas. Je ne sais pas si Léon, une fois adulte, saura naturellement trouver cet équilibre que j'ai dû apprendre au prix d'une douloureuse épreuve. Mais je veux croire que les histoires que nous racontons contribuent, patiemment, à construire des générations un peu mieux armées que la nôtre. Je veux dire un mot sur ce que représente, pour moi, la manière dont cette épreuve m'a fait reconsidérer le sens même du mot « sécurité ». Pendant des décennies, j'ai associé la sécurité à la solidité de ma maison, à la prévoyance dont j'avais fait preuve tout au long de ma carrière. Cette histoire m'a appris que la sécurité matérielle, aussi nécessaire soit-elle, ne vaut pas grand-chose sans une sécurité juridique qui l'accompagne, particulièrement pendant les périodes où notre propre capacité de vigilance se trouve, temporairement, hors d'usage. Je pense souvent à la façon dont Bastien, tout au long de cette affaire, a cherché à minimiser sa propre responsabilité en insistant sur le fait qu'il n'avait fait, à ses yeux, que prendre les devants pour organiser ma nouvelle vie. Cette tentative de reformulation de son acte, par un vocabulaire adouci, m'a beaucoup fait réfléchir sur la manière dont les mots eux-mêmes peuvent devenir des instruments de dissimulation, permettant à celui qui les emploie de se convaincre lui-même, avant même de convaincre les autres, que son geste n'était pas si grave que cela. Je veux dire un mot sur ce que représente, pour un vieil homme comme moi, le fait de continuer à célébrer les fêtes de famille malgré l'ombre que cette trahison a pu, un temps, projeter sur ces moments autrefois insouciants. Le premier Noël qui a suivi la découverte a été empreint d'une tension palpable. Mais les Noëls suivants, peu à peu, ont retrouvé une forme de légèreté authentique, non pas en effaçant ce qui s'était passé, mais en apprenant à faire coexister le souvenir de l'épreuve traversée avec la joie renouvelée de se retrouver ensemble autour d'une même table. Une dernière pensée me vient sur ce que représente, pour moi, la différence entre l'oubli et la paix intérieure. Je n'ai pas oublié ce qui s'est passé, et je ne crois pas que je l'oublierai jamais complètement.
Mais j'ai trouvé, avec le temps, une forme de paix intérieure qui coexiste avec ce souvenir, sans que celui-ci ne vienne, chaque jour, rouvrir la blessure initiale. On peut se souvenir de tout et vivre, malgré tout, en paix avec ce souvenir. Je veux dire un mot sur ce que représente, pour moi, la manière dont j'ai appris à accepter que certaines questions resteront, sans doute, à jamais sans réponse définitive. Je ne saurai jamais avec certitude absolue à quel moment précis, pendant mon hospitalisation, Bastien a basculé, dans son esprit, du fils inquiet pour son père à l'homme prêt à profiter de sa faiblesse. Cette incertitude, j'ai dû apprendre à vivre avec elle, sans qu'elle ne devienne une obsession stérile. Je pense, en clôturant cette longue série de réflexions, à ce que représente, pour moi, le fait d'avoir pu transformer une expérience aussi douloureuse en quelque chose qui, je l'espère sincèrement, pourra servir à d'autres. Si mon histoire, racontée ici avec toute l'honnêteté dont je suis capable, peut aider ne serait-ce qu'une seule famille à éviter ce que j'ai vécu, ou à en sortir plus rapidement et avec moins de dégâts que moi, alors cette épreuve, aussi injuste et douloureuse fût-elle, n'aura pas été complètement vaine. Il y a une chose que je veux dire, enfin, sur ce que cette épreuve m'a appris concernant la véritable nature de la force, à mon âge. J'avais toujours associé la force à la capacité physique du travail manuel. Cette histoire m'a montré une autre forme de force, plus discrète, plus durable, celle de rester debout, moralement, face à une trahison qui aurait pu me briser, celle de continuer à aimer sans devenir naïf, celle, enfin, de pardonner sans jamais renoncer à la vérité. Cette force-là ne décline pas nécessairement avec l'âge. Elle peut même continuer de grandir, jusqu'au dernier jour d'une vie. Il y a une pensée qui me vient sur la solitude, car elle a joué, dans mon histoire, un rôle que je n'avais pas mesuré au départ. Ce n'est pas seulement ma solitude de veuf, hospitalisé loin de mes repères familiers, qui a permis à cette situation de s'installer. C'est aussi, je le comprends maintenant, la solitude de Bastien lui-même, incapable de parler ouvertement de ses difficultés financières à quiconque, y compris à moi, avant que la situation ne devienne incontrôlable. Deux solitudes se sont, en quelque sorte, rencontrées. La mienne, celle d'un homme hospitalisé et coupé de son environnement habituel, et la sienne, celle d'un entrepreneur au bord de la faillite, n'osant avouer son échec à personne. Ne laissez aucune génération seule avec ses fardeaux, qu'il s'agisse de la solitude de l'hospitalisation ou de celle, plus discrète, d'un enfant adulte qui s'enfonce en silence dans des difficultés qu'il n'ose partager. On pourrait croire qu'après une telle épreuve, un vieil homme comme moi n'a plus le cœur à la joie. C'est le contraire qui est vrai. Depuis que j'ai récupéré ma maison, depuis que j'ai vu tant de mains se tendre vers moi, je goûte la vie avec une intensité que je n'avais plus connue depuis la mort d'Henriette. Chaque visite de Léon dans mon atelier est une fête. Chaque parole vraie échangée avec Noémie, chaque pas de Bastien sur le chemin d'une reconstruction personnelle est une joie profonde, même modeste. La douleur, quand on la traverse sans se laisser aigrir, creuse en nous la place d'une joie plus grande. Je repense souvent à ce que j'aurais aimé savoir, avant tout cela, sur la dignité des personnes âgées face à leur propre autonomie de décision. On nous traite parfois, nous les vieux, comme si notre capacité de choisir où et comment vivre disparaissait automatiquement avec l'âge ou après un accident, comme si nous devenions, du jour au lendemain, des objets à déplacer plutôt que des sujets à consulter. Cette perception insidieuse prépare le terrain à toutes les dérives, y compris celles qui viennent de nos propres enfants sous la pression de leurs propres difficultés. Un homme vivant, quel que soit son âge ou sa fragilité passagère, reste maître de ses choix fondamentaux, et nul n'a le droit de décider, à sa place, que cette autonomie a pris fin. Je veux dire un mot sur ce que représente, pour moi, le fait de continuer à faire confiance à quelqu'un, malgré tout. On pourrait croire que, après une telle trahison, je devrais désormais me méfier systématiquement de tous mes proches. J'ai choisi une autre voie. Je continue à faire confiance à Noémie, entièrement, parce qu'elle l'a mérité jour après jour. Je continue même, avec prudence, à reconstruire quelque chose avec Bastien, parce que je crois encore en sa capacité de rédemption. La trahison d'une personne ne doit jamais devenir la condamnation de la confiance elle-même,
Elle doit seulement nous enseigner à la distribuer avec plus de discernement. Je repense souvent à ce que représente, pour moi, la manière dont j'ai dû réapprendre à faire la différence entre le geste d'amour véritable et le geste qui, en apparence identique, cache une intention différente. Bastien venait me voir à l'hôpital. C'était, en un sens, un geste d'amour, sincère au demeurant, mais qui coexistait, sans que j'en aie eu conscience, avec la préparation discrète de la vente de ma maison. Comment distinguer, dans l'instant, le geste pur du geste intéressé, quand il se manifeste extérieurement de manière identique? C'est dans la durée, dans la cohérence entre les paroles et les actes, que se révèle, avec le temps, la vraie nature d'une relation. Il y a une chose que je veux dire sur ce que représente, pour moi, le fait d'avoir dû, à mon âge, réévaluer entièrement ma capacité à distinguer les vraies urgences des fausses dans le domaine administratif et médical. Au début de mon hospitalisation, chaque document qu'on me présentait comme urgent à signer me semblait devoir être traité immédiatement, sans que je songe à demander un délai de réflexion. J'ai appris, depuis, qu'une urgence véritable, dans le domaine juridique concernant des biens aussi importants qu'une maison, laisse presque toujours le temps de consulter, de vérifier, de prendre conseil. Ce sont les fausses urgences, fabriquées pour éviter toute réflexion, qui exigent, elles, une précipitation suspecte. Je pense à ce que représente, pour un homme qui a passé sa vie à créer des objets destinés à durer, le fait de découvrir que la parole donnée, dans le monde administratif et juridique moderne, ne suffit plus à garantir la protection de ce qui nous appartient. Un meuble bien construit dure des générations, sans qu'on ait besoin de vérifier sans cesse sa solidité. Les protections juridiques de notre patrimoine, elles, exigent une vigilance renouvelée, des vérifications régulières, une attention de tous les instants, particulièrement dans les moments où notre propre capacité de vigilance se trouve diminuée. Cette différence entre la solidité tangible du bois bien travaillé et la fragilité potentielle des protections juridiques abstraites m'a beaucoup fait réfléchir sur la nature changeante de la sécurité, à notre époque. Je veux dire un mot sur ce que représente, pour moi, l'humilité qu'exige, à mon âge, la reconnaissance de ses propres erreurs de jugement, sans que cette humilité ne se transforme en une culpabilité destructrice. J'ai commis une erreur, celle de ne jamais avoir mis en place, avant mon hospitalisation, un système clair de vérification de mes propres affaires en cas d'incapacité temporaire. Reconnaître cette erreur, sans pour autant m'accabler indéfiniment, a été l'un des équilibres les plus délicats à trouver dans cette épreuve. On peut, je crois, apprendre de ces erreurs sans se punir éternellement pour les avoir commises. Je veux dire un mot, pour conclure cette dernière série de réflexions, avant de reprendre le récit de ma vie d'aujourd'hui, sur ce que cette épreuve m'a appris sur la notion même de famille, au-delà des liens du sang. J'ai découvert que la famille véritable ne se limite pas nécessairement à ceux qui portent notre nom. Elle inclut aussi ceux qui, comme Aurore ou Charline, se sont comportés envers moi avec une bienveillance qui dépassait largement leurs obligations professionnelles. Cette découverte élargit, à mes yeux, la notion même de parenté. Nous sommes entourés, souvent sans le savoir, d'une famille plus vaste que celle définie par la biologie, une famille de cœurs bienveillants qui, le jour de l'épreuve, se révèlent être les véritables piliers sur lesquels notre vie peut s'appuyer. Il me reste à vous dire ce qu'est devenue ma vie, aujourd'hui, une fois la tempête passée. Car les histoires vraies, même quand elles finissent bien, ne finissent pas comme dans les contes, sur un « ils vécurent heureux », figé pour l'éternité. Elles se prolongent dans une vie de tous les jours, plus modeste, mais plus précieuse pour avoir failli être perdue. Aujourd'hui, donc, je vis toujours dans ma maison, celle où j'ai passé 40 ans avec Henriette, celle que j'ai failli perdre définitivement. Une aide à domicile vient chaque jour, m'accompagnant dans les gestes devenus plus difficiles avec l'âge, mais je reste, moi, maître de mon emploi du temps, de mes choix, de ma propre vie. Chaque matin, je vais dans mon atelier où je répare encore, quand mes mains me le permettent, quelques petits meubles pour les voisins ou pour Léon, mon petit-fils, qui adore construire de petites voitures en bois avec moi. Noémie vient me voir régulièrement et nos conversations sont devenues plus vraies, plus profondes qu'avant cette épreuve. Nous avons établi ensemble, avec Maître Poncette, un cadre juridique clair et transparent pour l'avenir, incluant des directives précises sur ce qui devrait se passer si,
Un jour, je devais à nouveau être hospitalisé ou temporairement affaibli. Personne ne pourra plus jamais prendre de décision concernant ma maison sans un accord collégial impliquant mes 2 enfants et un notaire indépendant. Et Bastien? Bastien a reconstruit, lentement, une petite activité professionnelle, plus modeste que son ancienne entreprise, mais gérée avec une rigueur nouvelle. Il vient me voir, avec Léon, régulièrement, et ses visites sont vraies. Il ne s'approche plus jamais de mes papiers sans que je le lui demande explicitement. La confiance n'est pas entièrement revenue entre nous, elle ne reviendra peut-être jamais tout à fait comme avant, mais quelque chose de neuf, et de plus honnête, a poussé sur les ruines de ce qui avait été brisé. Le soir, je dors en paix, dans mon propre lit, sous mon propre toit, entouré de mes propres souvenirs. Je continue d'aimer mes enfants, malgré tout, d'une manière plus lucide peut-être, mais tout aussi sincère. Que demander de plus au soir d'une vie qui, malgré tout, a retrouvé son équilibre et sa maison? Voilà, mes amis, vous connaissez maintenant toute mon histoire, de ce virement inconnu découvert à l'accueil jusqu'à la paix de ce soir. Une histoire de confiance trahie dans le moment le plus vulnérable de ma vie, mais aussi, et surtout, de vigilance retrouvée, de fidélité et de retour à la lumière. Une histoire où un vieil homme, qu'on croyait déjà relégué à une simple case de dépendance, s'est révélé, entouré des siens, plus solide qu'on ne le pensait. Si j'ai voulu vous la raconter, ce n'est pas pour me plaindre, ni pour attendrir. C'est pour qu'elle vous serve, à vous ou à ceux que vous aimez. Pour que, si un jour on décide, en votre nom, que votre vie autonome est terminée, vous sachiez qu'on peut comprendre, se battre et vaincre. Pour que les vieux qui m'écoutent gardent toujours un droit de regard sur leur propre maison, même placés temporairement ailleurs, et que les enfants qui m'écoutent n'oublient jamais que la vulnérabilité d'un parent n'est jamais une permission pour décider à sa place. Pour qu'ensemble, veillant les uns sur les autres, nous rendions ce monde un peu plus sûr pour tous les Hector qui nous entourent. La nuit, un temps, était tombé sur ma maison et sur mon autonomie. Mais l'aube est revenue, comme elle revient toujours, sur cet atelier où je peux encore, de mes mains, façonner le bois et ma propre vie. Et tant qu'il y aura, dans ce monde, des cœurs droits pour se dresser contre l'exploitation de la vulnérabilité, des mains pour se tendre vers celui qu'on dépossède, et une vérité plus forte que tous les papiers signés dans la confusion, alors aucune nuit ne sera jamais tout à fait sans espoir. Et voilà, mes chers amis, nous voici arrivés au bout du chemin. Avant de nous quitter, laissez-moi vous demander encore un petit moment, car j'ai quelques mots à vous dire, à vous qui m'avez tenu compagnie tout au long de cette histoire et qui avez veillé avec moi jusqu'ici. D'abord, merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout l'histoire de ce vieux Hector, de sa maison vendue à son insu et de sa cellule payée par son propre argent. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que, quelque part, cette histoire a résonné en vous. Alors, dites-moi dans les commentaires d'où vous m'avez écouté. De quelle ville? De quel pays? De quel coin du monde? Écrivez-moi le nom de l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. Cela me touche toujours de voir combien nous sommes différents, éloignés et pourtant réunis autour d'une même histoire, d'un même cœur. Et si cette histoire vous a parlé, si elle vous a ému, si vous pensez qu'elle pourrait aider ou avertir quelqu'un, alors partagez-la avec ceux que vous aimez, surtout avec vos parents âgés qui pourraient, un jour, se retrouver hospitalisés ou placés temporairement, ou avec les plus jeunes qui pourraient, un jour, être tentés d'exploiter un tel moment de faiblesse. Un simple récit, transmis à temps, peut sauver une maison ou une famille tout entière. Ensuite, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Je raconte ici des histoires comme celle-ci, des histoires du soir, des histoires de la vie, de trahison et de fidélité, de chute et de relèvement, de blessures et d'espérance. En vous abonnant, vous ne manquerez aucun de ces récits et vous rejoindrez cette petite veillée où, ensemble, nous nous tenons compagnie et nous nous réchauffons le cœur. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et restez avec nous. Car un veilleur de plus, c'est une lumière de plus dans la nuit. Et surtout, ne gardez pas pour vous seul ce que cette histoire vous a peut-être appris. Ce soir, ou demain, si vous avez un parent âgé actuellement hospitalisé, en convalescence,
ou placé temporairement dans un établissement, vérifiez avec douceur mais avec fermeté que rien n'a été entrepris concernant ces biens sans son consentement véritable et éclairé. Demandez-lui s'il a signé des documents récemment, s'il en comprend bien la portée, s'il souhaite toujours, sincèrement, revenir chez lui. Un coup de fil, une visite, une vérification bienveillante. C'est parfois tout ce qui sépare un vieux de la dépossession la plus totale. Ne remettez pas cela à plus tard. Prenez soin de ceux qui vous ont élevé, tant qu'ils sont là, y compris, et surtout dans les moments où ils sont le plus vulnérables. Permettez-moi, enfin, de vous le redire une dernière fois, en toute honnêteté, car je vous l'ai promis dès le commencement. Ceci était une histoire. Hector, Bastien, Noémie, Charline, Aurore, Maître Poncet, tous sont des personnages, et non des personnes réelles. Rien de tout cela n'est arrivé exactement ainsi à quelqu'un en particulier. Mais le danger, lui, est bien réel, et il rôde en ce moment même autour de nous. De vraies personnes âgées sont, en ce moment même, placées temporairement dans des établissements, à la suite d'un accident ou d'une hospitalisation, et se retrouvent, parfois, dépossédées de leur maison sans jamais l'avoir véritablement consenti. Cette histoire est inventée, mais elle est vraie de la plus profonde des vérités. Alors gardez-la dans votre cœur. Méfiez-vous de tout document présenté à signer pendant une hospitalisation ou une grande fatigue. Ne laissez jamais un placement temporaire vous priver de votre droit de regard sur vos propres biens. Sachez qu'un consentement obtenu dans la confusion ou la vulnérabilité extrême peut être juridiquement nul. Et souvenez-vous que tant que votre esprit est capable de comprendre et de décider, vous seul avez le droit de choisir où et comment vous voulez vivre. Si vous gardez cela dans votre cœur, alors la peine du vieux Hector, fût-il un simple personnage, n'aura pas été inventée pour rien. Je vous remercie, du fond du cœur, d'avoir veillé avec moi jusqu'au bout. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Gardez un œil sur votre maison et un cœur grand ouvert sur ceux que vous aimez. Aimez, mais veillez. Et nous nous retrouverons dans une nouvelle histoire.